Je mourus sur le sol glacial et stérile d'un hôpital, m'étouffant dans mon propre sang tandis que ma famille sablait le champagne dans la chambre voisine. Mon crime prétendument commis? Avoir poussé ma précieuse et fragile sœur cadette dans les escaliers, causant la perte de son bébé. C'était un mensonge absolu. L'enfant était celui de mon mari, et elle avait trébuché sur ses propres talons aiguilles hors de prix, mais personne ne crut la sœur aînée dévorée par la jalousie. Alors que ma vision s'obscurcissait, j'entendis ma mère la consoler et mon mari lui promettre monts et merveilles. Je fermai les yeux, priant de toute mon âme pour obtenir vengeance. Puis, je les rouvris. J'étais revenu. Ce jour célébrait mes fiançailles. Et cette fois-ci, la caméra tournait. L'odeur de vanille et de laconéreuse fut la première chose qui m'assaillit. Un parfum écœurant, suffocant, qui déclencha instantanément une vague de nausée. J'ouvris brusquement les yeux, mon cœur tambourinant contre mes côtes tel un oiseau en cage. Au-dessus de moi ne se trouvait pas la lumière fluorescente et crue des urgences de l'hôpital américain de Paris, mais le baldaquin familier en velours cossu de ma chambre d'enfant, au cœur de notre hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Je haletai, me redressant avec une telle fulgurance que la pièce se mit à tournoyer. Mes mains volèrent vers mon ventre, s'attendant à y trouver la douleur déchirante et atroce de l'hémorragie interne. Mais il n'y avait rien, seulement la soie lisse de ma nuisette. Mes doigts étaient chauds, et non de cette teinte bleutée terrifiante dont je me souvenais lors de mes derniers instants. Tremblante, j'arrachai mon téléphone de la table de nuit en marbre. Je dévisageai les chiffres lumineux de la date jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Le jour de mon gala de fiançailles somptueux, chiffré en millions, avec Mathis de Vallières, l'héritier de l'empire financier des Vallières. J'avais remonté le temps, exactement 2 ans avant ma mort misérable et pathétique. Un rire étranglé s'échappa de ma gorge, se muant rapidement en sanglots, puis en un silence froid et insondable. Je chancelai hors du lit et m'avançai vers le miroir doré. La jeune fille qui m'observait en retour paraissait si jeune, si ridiculement naïve. Ses yeux brillaient, sa peau était empourprée par l'excitation d'épouser l'homme de ses rêves. Je la haïssais. Je haïssais la cécité dont Léa de Beaumont avait fait preuve. Dans ma vie antérieure, ce jour fut le plus beau de mon existence. Je croyais que Mathis m'aimait. Je pensais que la fusion entre les familles Beaumont et Vallières n'était qu'un heureux hasard couronnant notre romance idyllique. J'ignorais que ma douce et innocente sœur cadette, Chloé de Beaumont, dormait dans son lit à chaque fois que je quittais la ville pour un conseil d'administration. J'ignorais que le jour de mon mariage, elle portait déjà son enfant depuis plusieurs semaines. Les souvenirs me frappèrent avec la violence d'un train en pleine course. La façon dont Mathis commença à rentrer tard. La manière dont ma mère, Jacqueline de Beaumont, inventait constamment des excuses pour les sautes d'humeur soudaines et la prise de poids de Chloé. La nuit où je découvris l'échographie dans le bureau de Mathis et la violente dispute qui s'ensuivit sur le grand escalier. Chloé s'était enfuie en courant, hurlant que j'étais folle. Elle manqua une marche. Elle dégringola la 12aine de marches en marbre. Le bébé fut perdu et l'histoire fut instantanément réécrite. Léa, dans un accès de jalousie psychotique et infondée, avait tenté d'assassiner sa sœur et son neveu à naître. Mon père, Bernard de Beaumont, PDG de la corporation familiale, me désavoua publiquement pour sauver les actions de l'entreprise. Mathis demanda le divorce et obtint une ordonnance d'éloignement. Et lorsque ma voiture fut mystérieusement poussée hors de la route un an plus tard, un délit de fuite sur lequel la police n'enquêta qu'à peine, je me vidai de mon sang, seul, dans un couloir d'hôpital, car les médecins étaient trop occupés à s'occuper d'une patiente VIP au bout du couloir. Chloé, qui donnait naissance à son 2e enfant avec Mathis. Je m'agrippais au rebord de la coiffeuse jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. L'univers m'avait extirpé de la tombe pour me replacer sur la ligne de départ. Il pensait que j'étais le bourreau, la dernière fois. Il n'avait encore rien vu. Un coup sec contre la porte brisa ma rêverie. Léa, es-tu réveillée? L'équipe de maquillage attend. Essaie de ne pas être égoïste aujourd'hui, ma chérie. C'était ma mère. Sa voix, cassante et perpétuellement agacée lorsqu'elle s'adressait à moi, me retourna l'estomac. J'arrive, mère, répondis-je, ma voix parfaitement posée, dépouillée de ce besoin désespéré d'approbation qui avait défini ma première vie. Puis, avec une froideur délibérée, j'ajoutai, veuillez leur dire que je serai prête dans un instant. Ne vous inquiétez pas pour moi. Le passage soudain au vouvoiement laissa un silence lourd flotter un instant de l'autre côté de la porte. Je marchai vers l'immense dressing et en tirai un simple peignoir. Aujourd'hui,
il n'était plus question de jouer la fiancée rougissante. Aujourd'hui, il s'agissait de planter le décor. J'allais leur offrir exactement ce qu'ils désiraient l'un de l'autre, mais je ferais en sorte que le monde entier soit aux premières loges de leur réalité répugnante et perfide. L'hôtel particulier des Beaumont grouillait d'une activité chaotique, mais c'était au cercle de l'Union interalliée que la véritable réception allait se tenir. Les traiteurs d'une grande maison parisienne dressaient des tours de flûte en cristal dans le grand salon. Les fleuristes se querellaient sur la disposition de milliers d'orchidées blanches. Je demeurais parfaitement immobile au centre de la suite nuptiale, laissant les maquilleurs peindre mon visage pour en faire un masque de perfection nuptiale immaculée. « Vous semblez un peu pâle, Léa », déclara ma mère en faisant irruption dans la pièce, un porte-bloc à la main, ignorant mon vouvoiement de tout à l'heure bien que son regard fût fuyant. Elle était trop occupée à cocher les listes des prestataires. « Il vous faut plus de fard. Nous ne pouvons pas laisser la famille de Vallière penser que nous leur présentons une fiancée maladive. » Bernard conclut un accord foncier colossal avec Christophe de Vallière ce soir. « Je vais parfaitement bien, mère, » répliquai-je avec une douceur glaciale. À cet instant précis, la porte s'ouvrit et l'enfant prodige fit son entrée. Chloé. Elle paraissait éthérée, comme à son habitude. Ses cheveux blonds étaient bouclés en de douces vagues angéliques, et elle portait une robe de créateur bleu pâle qui épousait ses formes à la perfection. Pour n'importe qui d'autre, elle ressemblait à une petite sœur dévouée, mais avec la lucidité de ma renaissance, je vis exactement ce qu'elle était. Je remarquai le léger gonflement sous ses yeux. Je notai comment elle gardait instinctivement une main planant de manière protectrice sur le bas de son ventre. Elle était déjà enceinte, depuis peu de temps, si ma mémoire de la chronologie précédente était exacte. Léa, chanta presque Chloé en se précipitant pour déposer un baiser léger et hypocrite sur ma joue. Tu es magnifique. N'est-elle pas magnifique, maman? Elle est convenable, décréta Jacqueline avec désinvolture. Chloé, ma chérie, as-tu réussi à avaler quelque chose? Tu avais de telles nausées ce matin. J'ai demandé au cuisinier de te préparer une infusion au gingembre. Je vais bien, maman, fit Chloé en boudant légèrement. Juste un petit virus intestinal, je crois. Je souris. Un sourire large, éclatant, et d'une futilité absolue. Oh, vous devez prendre soin de vous, Chloé. Nous ne voudrions pas que vous tombiez malade en un jour si important. En fait, pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer dans le salon privé du cercle de l'Union interalliée, à l'étage? Une fois que les invités commenceront à arriver? Il possède un balcon discret et un canapé d'un confort exquis. Chloé sia, momentanément déstabilisée par mon inquiétude qui sonnait si authentique, sans parler de mon vouvoiement soudain qui instaurait une distance de marbre. Habituellement, nous nous serions déjà chamaillés au moins 2 fois sur ces tentatives de me voler la vedette. C'est vraiment gentil de ta part, Léa, murmura-t-elle, plissant imperceptiblement les yeux. Je le ferai peut-être. Parfait, conclus-je. Peu après, Mathis arriva. Il pénétra dans la suite avec l'allure d'un mannequin échappé d'un magazine de mode, vêtu d'un costume sur mesure, les cheveux parfaitement coiffés, la mâchoire tranchante et aristocratique. Il était indéniablement séduisant, ce qui expliquait précisément comment il parvenait à cacher sa nature de lâche opportuniste et invertébré. « Voici ma sublime fiancée », dit Mathis en s'approchant pour m'embrasser. Ses lèvres me firent l'effet de papier de verre contre les miennes. Il me fallut puiser dans toutes mes réserves pour ne pas reculer et m'essuyer la bouche. Lorsqu'il recula, je vis son regard glisser immédiatement par-dessus mon épaule. J'observai l'adoucissement subtil et instantané de son expression. Il regardait Chloé, et Chloé lui rendait son regard. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, un message secret et sensuel passant entre l'espace d'un battement de cils. Dans ma vie passée, je pensais qu'ils étaient simplement proches. Je croyais que Mathis essayait juste d'être un bon beau-frère. À présent, l'audace pure de la chose me donnait envie d'éclater de rire. Mathis, dis-je, captant de nouveau son attention. Je suis si heureuse que vous soyez arrivé tôt. J'ai une petite surprise pour mes abonnés aujourd'hui. Je saisis mon téléphone. Ces dernières années, j'avais bâti une audience massive sur les réseaux sociaux auprès de 3 millions d'abonnés, principalement de jeunes femmes obsédées par l'esthétique de la vieille noblesse et ma vie en apparence parfaite. Une surprise, demanda Mathis, haussant un sourcil. Oui, je vais lancer une grande diffusion en direct ce soir. Un regard en coulisses sur la soirée de fiançailles. Je l'ai déjà teasé. Mon sponsor, une immense maison de haute couture.
verse une fortune pour révéler la robe de fiançailles. J'installe mon équipement de diffusion professionnel dans le salon privé à l'étage. C'est là que la lumière est la meilleure. Mathis parut légèrement agacé. Il détestait ma présence sur les réseaux sociaux, la jugeant vulgaire, mais il la tolérait car elle apportait d'excellentes relations publiques à l'image de sa famille. Ne laisse juste pas cela interférer avec les véritables invités, Léa. Le ministre et son épouse seront là d'un instant à l'autre. Ne vous inquiétez pas, promis-je avec douceur. L'équipement tournera simplement dans un coin du salon. Personne ne le remarquera. Je m'excusai, prétextant devoir vérifier l'éclairage. Je montai d'un pas vif le majestueux escalier en acajou menant au premier étage du cercle et pénétrai dans le salon privé. C'était une pièce opulente, tapissée de panneaux de velours et dominée par un immense canapé circulaire des plus moelleux. M'y attendait Théo. Théo était un consultant en technologie de haut vol que j'avais engagé pour mes réseaux sociaux. Mais plus important encore, il m'était redevable. J'avais secrètement remboursé l'énorme dette de jeu de son jeune frère l'année précédente. Sa loyauté était inébranlable. Et contrairement aux sycophantes du rez-de-chaussée, il n'en avait que faire des Beaumont ou des Vallières. Théo, dis-je en verrouillant la lourde porte en chêne massif derrière moi. Mademoiselle de Beaumont, salua Théo en s'éloignant d'un trépied élégant et discret. Au sommet trônait une caméra de diffusion 4K, actuellement braquée vers le balcon. Est-ce prêt ? Demandai-je, ma voix tombant dans un murmure. Tout est configuré. Le flux est relié directement à vos comptes principaux. J'ai contourné les filtres de modération standard comme vous l'avez exigé. Dès que vous lancerez le direct depuis votre téléphone, la diffusion atteindra des millions de personnes en haute définition. Mais Théo hésita, me dévisageant en fronçant les sourcils. Vous m'avez demandé d'ajuster l'angle. Oui, répondis-je en m'approchant du trépied. Je saisis la caméra et la fis pivoter, l'éloignant du balcon pittoresque pour la braquer directement sur le canapé circulaire au centre de la pièce. L'angle était parfait. Il capturait le canapé et la lourde porte en chêne. Les yeux de Théo s'écarquillèrent. Léa, ça. Ça pointe juste vers le canapé. Vous n'allez pas vous asseoir là pour révéler une robe. Non, je ne le ferai pas, murmurai-je, le regard glacial. Mais quelqu'un d'autre s'y trouvera. Théo. J'ai besoin que vous descendiez dans la salle des serveurs et que vous vous assuriez que la connexion Wi-Fi de cette caméra spécifique soit priorisée par-dessus tout. Je me fiche de savoir si le téléphone du ministre perd le signal. Ce flux ne doit pas s'interrompre. Pas une seule seconde. Théo scruta mon visage, y vit la résolution absolument terrifiante de mes yeux, et déglutit difficilement. Il ne posa pas de questions. Considérez que c'est fait. Je restai seul dans la pièce. Je sortis mon téléphone, ouvris mes applications et programmai le direct pour qu'il démarre automatiquement un peu plus tard dans la soirée. La légende disait, un moment très spécial et intime avant que je ne dise oui, connectez-vous pour une surprise qui changera tout. Je quittai la pièce, laissant la porte légèrement entr'ouverte. Le piège était tendu. À présent, il ne me manquait plus que l'appât. La soirée avançait et le cercle de l'Union interalliée vibrait littéralement sous le poids de la richesse et du pouvoir de l'élite parisienne. Les lustres en cristal projetaient une lumière fragmentée sur les diamants et la soie. Le quatuor à cordes jouait Vivaldi dans un coin, à peine audible par-dessus le bourdonnement sourd du réseautage mondain et des rires fins. Je me tenais près de l'entrée, un sourire figé plaqué sur mon visage, serrant la main de personne dont je me souvenais à peine du nom, mais qui détenait les clés de l'empire de mon père. Christophe, tonna mon père en tapant sur l'épaule de Christophe de Vallières, le père de Mathis. La fusion s'annonce spectaculaire. Nos équipes juridiques ont finalisé les ébauches cet après-midi. Un grand jour pour nos familles, Bernard, répondit Christophe d'un ton mielleux en faisant tourner le scotch dans son verre. Il me regarda. Et une mariée magnifique pour mon fils. Vous êtes éblouissante, Léa. Je vous remercie, monsieur de Vallières, répondis-je avec réserve. Du coin de l'œil, je traquai mes cibles. Mathis se trouvait près du bar, l'air agité, vérifiant constamment sa Rolex. Chloé se tenait près de l'immense fontaine à champagne, discutant avec quelques-unes de ses amies mondaines. Elle sirotait de l'eau pétillante, jouant le rôle de la conductrice désignée, bien que je connusse la véritable raison pour laquelle l'alcool ne touchait pas ses lèvres. Toutes les quelques minutes, leurs regards se croisaient à travers la pièce bondée. C'était maladif.
L'attraction magnétique de leur liaison illicite était palpable pour quiconque savait regarder. Ils étaient tels des drogués en plein manque. Ils avaient besoin de se toucher pour valider leurs petits secrets sordides, tout en étant entourés par les personnes mêmes qu'ils trahissaient. Je jetai un coup d'œil à ma montre. L'heure approchait. Il était temps. Je captai le regard d'un serveur qui passait. « Excusez-moi » murmurai-je en glissant un billet net dans sa main. « Pourriez-vous accidentellement renverser une petite goutte de ce vin rouge sur la manche de mon fiancé ? Juste une éclaboussure. Dites-lui que vous avez trébuché. » Le serveur sia, regarda l'argent, et hocha rapidement la tête. « Bien sûr, mademoiselle. » J'observai de loin le serveur exécuter la manœuvre avec une fluidité parfaite. Une petite tache de merlot atterrit sur la manchette de la chemise d'un blanc immaculé de Matisse. Ce dernier jura, son masque glissant une seconde avant qu'il ne retrouve sa contenance, repoussant d'un geste de la main le serveur qui s'excusait platement. Comme prévu, Matisse se retourna et se dirigea vers le grand escalier afin de trouver des toilettes pour traiter la tâche. Maintenant, à Chloé. Je l'interceptai juste au moment où elle s'excusait auprès de ses amis. « Chloé » dis-je en attrapant doucement son bras. « Vous sentez-vous bien ? Vous semblez un peu rouge. » Elle porta la main à son front, jouant le jeu de la fragilité. « Je crois que la chaleur me gagne. Il y a tant de monde ici. Je vous ai conseillé d'aller vous reposer, dis-je, ma voix dégoulinant d'une préoccupation feinte de grande sœur. Je vous en prie, montez au salon privé. Il est vide et la climatisation y est bien plus puissante. Je demanderai à quelqu'un de vous monter de l'eau glacée. » Chloé hésita. « Tu es sûr ? Je ne veux pas que maman me gronde d'avoir manqué les toasts. Je vous couvrirai, promis-je. Allez-y. » Elle m'offrit un sourire reconnaissant, d'une douceur écœurante. « Tu es la meilleure, Léa. » Je le suis vraiment, pensai-je en la regardant s'éloigner. J'avais chronométré la chose à la perfection. Matisse avait emprunté l'escalier. Chloé prenait celui de l'ouest. Ils allaient converger vers le premier étage exactement au même moment. Le salon privé était la seule pièce calme à ce niveau. Sa lourde porte en chêne, un sanctuaire d'intimité dans un bâtiment grouillant de centaines de personnes. Mon téléphone vibra dans ma main. Un message de Théo. Le flux démarre dans 3, 2, 1, en direct. J'ouvris mon application sur mon téléphone, en gardant l'écran assombri. Je cliquai sur l'avatar de mon propre profil, qui arborait désormais l'anneau lumineux indiquant une diffusion en direct. L'écran se chargea. C'était là. Le flux haute définition du salon privé. Pendant quelques secondes angoissantes, la pièce fut vide. Le compteur de spectateurs en haut de l'écran commença à grimper de façon exponentielle. 5 000. 20 000. 50 000. Mes abonnés attendaient la révélation de cette robe avec impatience. Les commentaires défilaient à une vitesse folle s'interrogeant sur l'absence de la mariée et la beauté de la pièce. Puis la lourde porte en chêne entra dans le champ et s'ouvrit. Matisse entra le premier, frottant sa manchette avec une serviette humide. Il releva la tête, surpris, alors que la porte s'ouvrait à nouveau derrière lui. Chloé se glissa précipitamment dans la pièce, refermant la porte et tournant le verrou en laiton avec un déclic bruyant que le microphone capta à la perfection. Les commentaires sur le direct s'arrêtèrent pendant une microseconde alors que 50 000 personnes tentaient collectivement de comprendre pourquoi le marié et la sœur de la mariée s'enfermaient dans une pièce. À l'écran, Matisse laissa tomber la serviette. Sa posture changea du tout au tout. Le fiancé raide et formel disparut, remplacé par un homme désespéré et affamé. « Mon Dieu, enfin !» gémit Matisse, sa voix portant de manière cristalline sur le flux audio de haute qualité. Il traversa la pièce en deux enjambées. Chloé n'hésita pas une seconde. Elle se jeta littéralement dans ses bras. Je me tenais au milieu de la salle de bal bondée, une flûte de champagne à la main, regardant l'écran pendant que mon fiancé enfouissait son visage dans le cou de ma sœur. Les spectateurs étaient sous le choc en reconnaissant le marié et la sœur. Le compteur de spectateurs monta en flèche. 80 000. 120 000. L'algorithme propulsait la vidéo en première page de la plateforme en raison de l'afflux massif d'engagement. À l'écran, Matisse recula légèrement, ses mains posées sur les hanches de Chloé. « Je ne pouvais pas m'empêcher de te regarder en bas » murmura-t-il. « Ça me rend fou de la voir parader comme si je lui appartenais. » « Encore un peu de patience, mon amour » chuchota Chloé en retour,
ses mains s'en mêlant dans ses cheveux parfaitement coiffés. Une fois la fusion achevée, tu me l'as promis. Je sais, dit Mathis en l'embrassant profondément. Un baiser charnel, passionné, qui fit monter la bile dans ma gorge, mais je ravalai ma nausée. Je me forçai à regarder. Mathis se détacha de ses lèvres et laissa glisser ses mains plus bas, les posant à plat contre le ventre de Chloé. Il sourit, un sourire authentique et chaleureux qu'il ne m'avait jamais accordé dans aucune de mes deux vies. « Comment va-t-il aujourd'hui » demanda doucement Mathis en caressant son ventre. « Mon fils te mène la vie dure ?» Chloé gloussa, appuyant sa tête contre son torse. « Il va très bien. Il donne juste un peu la nausée à maman. Tu nous manques. » Le chat était une cascade de chaos absolu et pur appelant à enregistrer et dénonçant la situation. 200 000 personnes regardaient actuellement l'héritier de l'Empire Valière caresser le ventre rond de la sœur de sa fiancée, le soir de ce qui était censé être leur fiançailles. Je levai les yeux de mon téléphone. À l'autre bout de la salle de bal, ma mère, Jacqueline, riait poliment avec une mondaine. Mon père, Bernard, trinquait avec Christophe de Vallière. Ils n'en avaient aucune idée. Ils ignoraient absolument que leur monde entier, leur réputation, leurs actions boursières, leur précieuse fusion était en train de brûler jusqu'aux fondations en glorieuse résolution 4K sur Internet. Un sourire lent et féroce s'étira sur mon visage. Je pris une gorgée de mon champagne. Il avait un goût plus doux que dans aucun de mes souvenirs. Ce n'était que le commencement. La destruction de deux grandes familles ne se produit pas dans une explosion retentissante. Elle débute par un bourdonnement subtil et insidieux dans le grand salon du cercle. Ce bourdonnement était la vibration synchronisée de 300 smartphones. Je me tenais près de l'imposante sculpture en glace représentant un cygne, un point de vue idéal pour observer le poison se propager. Sur mon écran, le nombre de spectateurs avait dépassé le demi-million. Mathis murmurait à l'oreille de Chloé, lui promettant qu'il n'avait plus qu'à attendre quelques semaines que la fusion Vallière-Beaumont soit juridiquement contraignante, et qu'ensuite il trouverait le moyen de rompre les fiançailles avec moi en douceur. Les internautes criaient à la fraude et au scandale. Je verrouillai l'écran de mon téléphone et le glissai dans ma pochette de créateur. Il était temps de rejoindre le monde physique. Je pris une nouvelle coupe de champagne et portai d'abord mon attention sur le groupe des jeunes. Cela commença par les demoiselles d'honneur et les amis de Chloé près du bar. Une fille vêtue d'une robe Verdo Alta, portant la main à sa bouche alors qu'elle dévisageait son écran lumineux. Elle donna un violent coup de coude à sa voisine, lui fourrant le téléphone sous le nez. En l'espace de 10 secondes, un groupe de 5 jeunes femmes s'était agglutiné, les yeux écarquillés par une fascination morbide, lançant des regards paniqués vers le plafond, vers le premier étage, puis vers moi. Vinrent ensuite les jeunes cadres, les associés juniors du cabinet de Mathis, qui me suivaient sur les réseaux sociaux pour mon contenu axé sur le style de vie. J'observais un jeune homme en costume bleu marine s'étouffer avec son scotch, les yeux exorbités alors qu'il sortait le téléphone de sa poche poitrine. Il traversa presque la pièce en courant vers un associé principal, lui plantant l'écran devant le visage. Les murmures commencèrent, un sifflement bas et frénétique qui trancha la musique courtoise des cordes. Je conservai mon sourire de fiancé serein et légèrement ennuyé, sirotant lentement mon verre. Je croisai le regard de quelques personnes et elles détournèrent instantanément les yeux, le visage blême d'une horreur et d'une gêne procurée par procuration. C'était enivrant. Pour la première fois en deux vies, c'était moi qui tirais les ficelles. Puis la vague atteignit les parents. Mon père, Bernard, était plongé dans une conversation avec le ministre lorsqu'une femme impitoyable de son équipe de communication se fraya un chemin à travers la foule. Elle semblait sur le point d'avoir une crise cardiaque. Elle ne s'excusa même pas auprès du ministre. Elle attrapa simplement le bras de mon père et le tira à l'écart, lui montrant furieusement une tablette. Je vis le visage de mon père passer de l'agacement à la confusion, puis à une teinte rouge apoplectique qui rivalisait avec les draperies de velours. Sa mâchoire se décrocha. Il leva les yeux, balayant la pièce d'un regard fou jusqu'à se verrouiller sur moi. Je lui adressai une moue douce et interrogative. Il avait l'air de vouloir vomir. De l'autre côté de la pièce, Jacqueline, ma mère, était acculée par un groupe de mondaines adeptes de commérage. L'une d'elles, une femme que ma mère tentait d'impressionner depuis des années, brandit son téléphone avec un regard de pure joie mauvaise. Ma mère plissa les yeux vers l'écran. Son sourire de politesse se figea sur son visage, cassant et terrifiant. Elle recula en titubant, une main agrippant son collier de perles comme s'il l'étranglait. « Bernard » hurla Jacqueline, la voix brisée, «
abandonnant toute prétention de décorum de la haute société. Le quatuor à cordes, sentant l'atmosphère se détériorer à une vitesse fulgurante, vacilla et cessa de jouer. Un silence lourd et suffocant s'abattit sur le grand salon, rompu uniquement par les sons minuscules et résonnants s'échappant de centaines de haut-parleurs de téléphone. Le son de la voix de Mathis promettant le monde à ma sœur. Christophe de Vallière venait d'apprendre la nouvelle par son propre assistant paniqué. Il ressemblait à un taureau prêt à charger. Il jeta son verre en cristal sur le sol de marbre. Il se brisa dans un fracas assourdissant qui fit crier plusieurs invités. « Où est-il » beugla Christophe, sa voix résonnant contre les hauts plafonds peints. « Où est mon fils » Je savais que c'était mon signal. Je laissai mon propre verre glisser de mes doigts. Il heurta le sol, le champagne éclaboussant l'ourlet de ma robe immaculée. Je portais des mains tremblantes à ma bouche, forçant mes yeux à s'écarquiller dans un choc parfait et déchirant. Je regardais la foule qui me dévisageait, respirant bruyamment, jouant à la perfection le rôle de la fiancée brisée et soudainement éclairée. « Quoi » balbutiai-je, ma voix tremblant à la perfection. « Que regardent-ils tous ?»« Père, que se passe-t-il » Mon père abandonna sa directrice de communication et se précipita vers moi, tentant de me bloquer la vue de la salle. « Léa, ma chérie, ne regarde pas ton téléphone. Viens avec moi. Nous devons partir. » Pourquoi, pleurai-je, laissant une unique et parfaite larme couler sur mes cils. Pourquoi tout le monde me dévisage-t-il ? Où est Mathis ? Il est à l'étage, cria quelqu'un dans la foule. Dans le salon privé. Non, rugit Christophe de Vallière, nous dépassant en trombe pour se diriger vers le grand escalier. Je m'occupe de ça, Bernard. Garde-la en bas. Certainement pas, cracha mon père, son instinct protecteur prenant le dessus au bien que l'on pût se demander s'il me protégeait moi, ou sa fusion. C'est ma soirée et ma fille. Mon père bouscula Christophe, gravissant les marches 4 à 4. Ma mère, sanglotant à présent de manière hystérique, suivait de près. Attendez, m'écriai-je, soulevant les lourdes jupes de ma robe et courant après eux. Mère, père, qu'y a-t-il à l'étage ? Je me frayais un chemin parmi les invités stupéfaits, ignorant leur regard compatissant. À l'intérieur, mon cœur chantait une symphonie triomphante et chaotique. Le piège s'était refermé. Il était maintenant temps de passer à l'exécution. Le premier étage était d'un calme de mort comparé au chaos bourdonnant du bas. La lourde porte en chêne du salon privé se dressait au bout du couloir tel un coffre-fort renfermant les secrets les plus hideux de notre famille. Mon père l'atteignit le premier. Il ne prit pas la peine de frapper. Il agrippa la poignée en laiton, la trouva verrouillée, et poussa un rugissement furieux. Il fit un pas en arrière et donna un violent coup de pied dans la porte, juste près du loquet, avec le lourd talon de sa chaussure en cuir italien. Le bois se fendit avec un grand craquement, mais résista. Mathis, beugla Christophe de Vallière, arrivant juste derrière mon père. Ouvre cette porte immédiatement, ou que Dieu me damne, je démantèlerai ta vie entière. À l'intérieur de la pièce, le microphone de la caméra de Théo capta le soudain remue-ménage paniqué. La voix de Mathis siffla à travers le bois demandant à Chloé de se lever. Chloé s'écria au sujet de sa robe. Je me tenais à quelques pas derrière mes parents, mes mains couvrant ma bouche, mes épaules secouées de faux sanglots dévastateurs. Chloé ? Est-ce que Chloé est là-dedans ? Gémis-je, assez fort pour que la foule grandissante de curieux au bas des escaliers puisse l'entendre. Mon père frappa de nouveau la porte, le chambranle cédant complètement. La porte s'ouvrit violemment, heurtant le mur avec un fracas de tonnerre. Nous fîmes irruption dans la pièce. C'était un tableau de culpabilité pathétique et confuse. Chloé se tenait près du bord du canapé circulaire, le visage cramoisi, essayant frénétiquement de remonter le corsage de sa robe bleu pâle. Ses cheveux étaient un enchevêtrement désordonné. Mathis rentrait précipitamment sa chemise dans son pantalon, sa cravate complètement défaite, le visage de la couleur de la craie. « Père, monsieur de Beaumont » balbutia Mathis, levant les mains dans un geste désespéré et apaisant. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous étions justes. »« Tais-toi » Christophe s'avança et asséna une gifle magistrale et retentissante sur le visage de son fils. Le claquement résonna dans la vaste pièce. Mathis tituba en arrière, se tenant la mâchoire, complètement abasourdi.
Espèce d'imbécile arrogant. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Ma mère se précipita devant eux deux, attrapant Chloé par les épaules et la secouant. Chloé, qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi que c'est un malentendu. Dis-moi que tu ne fais pas cela à ta sœur. Chloé fondit en larmes. Ces larmes de crocodile immédiates qu'elle avait utilisées toute sa vie pour se tirer d'affaire. Maman, je suis désolée. Nous ne le voulions pas. Nous sommes juste tombés amoureux. Nous n'avons pas pu nous en empêcher. Et elle porta instinctivement une main à son ventre. Et elle est enceinte, acheva mon père. Sa voix était un son mort et caverneux. Il se tourna vers Mathis, les poings serrés si fort que ses jointures étaient blanches. Avec ton enfant. Le soir où tu es censé épouser ma fille aînée pour fusionner nos entreprises. Tu as mis ma plus jeune fille enceinte. C'était un accident, supplia Mathis en reculant devant mon père. Bernard, je vous en prie, nous pouvons arranger cela. La fusion peut toujours avoir lieu. Nous pouvons simplement annuler discrètement les fiançailles avec Léa. J'épouserai Chloé à la place. Les familles fusionneront toujours. Un halètement collectif s'éleva du couloir. Certains invités s'étaient glissés en haut des escaliers et écoutaient. Je poussai un sanglot bruyant et déchirant, pénétrant enfin complètement dans la pièce. Tout le monde se figea et me regarda. Léa, dit Mathis, sa voix tombant dans un ton d'une douceur feinte et écœurante. Léa, je t'en prie, essaie de comprendre. Tu as toujours été si occupée avec tes réseaux sociaux, ton image. Chloé ajuste. Elle était là pour moi. C'est simplement arrivé. Depuis combien de temps, demandai-je, ma voix n'étant qu'un murmure, tremblant à la perfection. 6 mois, sanglota Chloé dans les bras de ma mère. Depuis Noël, Léa. Je suis tellement désolée. 6 mois, répétai-je, laissant les mots flotter dans l'air. Et vous? Vous attendez un enfant? Oui, dit Mathis, bombant le torse d'une fraction de millimètre. L'arrogant salaud ressentait réellement une lueur de fierté. Un fils. Léa, je m'assurerai que tu reçoives un accord financier généreux pour l'embarras, mais tu dois être raisonnable. Tu ne peux pas être mère en ce moment de toute façon. Tu es trop concentré sur toi-même. C'était la réplique parfaite. C'était exactement le genre de misogynie cruelle et méprisante qui rendrait Internet complètement enragé. Je ne discutais pas. Je ne criais ni ne jetais rien. Au lieu de cela, je tournais lentement la tête. Mes yeux ignorèrent mon fiancé infidèle, ma sœur perfide en larmes, et mes parents horrifiés. Je regardais directement l'objectif noir et discret de la caméra perchée sur le trépied dans le coin de la pièce, clignotant toujours d'une petite lumière rouge constante. « Avez-vous tous entendu cela ?» demandai-je. Ma voix perdit soudainement son tremblement, devenant d'un calme et d'une clarté glaçant. La pièce entière se figea. Mathis fronça les sourcils, suivant mon regard. « Entendu. Quoi? À qui parles-tu? Je vous ai dit que je lançais un direct pour révéler ma robe ce soir, Mathis, déclarai Jo en pointant la caméra du doigt. Je l'ai installée juste avant le début de la soirée. Je ne l'ai simplement jamais éteinte. Le silence. Un silence absolument terrifiant s'abattit sur la pièce alors que la réalisation les frappait. Quoi? Que veux-tu dire? Murmura Chloé, son visage se vidant de toute couleur, ressemblant à un spectre. Je veux dire, dis-je en m'avançant vers la caméra et en décrochant mon téléphone du trépied, retournant l'écran pour qu'ils puissent tous le voir. Je veux dire que plus d'1 million de personnes regardent actuellement cette diffusion. Ils vous ont vu entrer. Ils vous ont entendu parler d'attendre la fusion pour me larguer. Ils vous ont entendu admettre avoir mis ma sœur enceinte. Et ils viennent juste de t'entendre me dire de prendre un chèque et de me taire. Mathis s'élança en avant, la panique s'emparant complètement de ses traits. Éteins ça. Éteins ça immédiatement, Léa. Je reculai prestement, gardant le téléphone hors de sa portée. Il est trop tard, Mathis. Ils ont déjà tout enregistré. C'est déjà sur Twitter. La bourse ouvre lundi.
Que croyez-vous qu'il arrivera à l'Empire Vallière lorsque le monde découvrira que l'héritier est un sociopathe, infidèle et fraudeur? Christophe de Vallière semblait sur le point de faire une attaque. Il s'agrippa au bord d'une table, haletant. Mon père me fixait, puis regardait la caméra, puis Chloé, son empire entier s'effondrant sous ses yeux. Léa, comment as-tu pu faire ça, hurla ma mère, lâchant Chloé et me foudroyant du regard. Tu détruis notre famille pour une rancune puérile. Une rancune puérile? Je ris. Un son vif et amer qui contenait toute l'agonie de ma vie passée. Elle a couché avec mon fiancé pendant 6 mois et est tombée enceinte sous mon toit. Et vous êtes furieuse contre moi pour avoir laissé une caméra allumée, mère? Je baissai les yeux vers le chat de la diffusion. Il défilait à une vitesse folle, n'étant plus qu'un flou de texte blanc. L'indignation du public était nucléaire. Ces fiançailles sont annulées, dis-je en regardant droit dans l'objectif de la caméra. Et à vous tous qui regardez, merci d'avoir été avec moi ce soir. Je crois que j'ai besoin d'aller retrouver des personnes qui m'aiment réellement. Avec un dernier clic dévastateur, je mis fin à la diffusion. La lumière rouge de la caméra s'éteignit. Mais le véritable spectacle ne faisait que commencer. Le silence qui suivit le clic de ma caméra fut absolu, lourd et suffocant. C'était le son de millions d'euros s'évaporant, de réputations se brisant en poussière, et de 2 empires familiaux parfaitement bâtis percutant le béton rude et impitoyable de la réalité. Christophe fut le premier à le briser. Il ne cria pas cette fois-ci. Il attrapa simplement Mathis par les revers de sa chemise ruinée et tachée de vin, et le traîna vers la porte comme un enfant mal élevé. « Prends tes affaires », siffla Christophe, sa voix adoptant un registre bas et létal qui fit même reculer mon père. Tu es exclu du conseil d'administration, tu es banni de ma maison, et si cette action s'effondre lundi, tu laveras les sols dans l'un de nos entrepôts filiales pour le restant de ta misérable vie. Mathis tituba, les yeux écarquillés par une terreur que je ne lui avais jamais vue auparavant. Dans ma vie passée, Mathis avait toujours été intouchable. À présent, il se vidait de son sang sur l'autel social et les requins tournaient déjà. Père, attendez. L'équipe de communication peut rattraper ça. Nous pouvons dire que c'était un deepfake généré par intelligence artificielle. Nous pouvons dire que Léa nous a piégés. 300 000 personnes l'ont regardé en direct, espèce d'imbécile, rugit Christophe en poussant Mathis dans le couloir. Ils t'ont vu la ploter. Ils t'ont entendu parler de ma fusion. Tu es une bombe à retardement sur pattes. Alors que les Vallières disparaissaient dans le grand escalier, laissant dans leur sillage une traînée de chuchotements furieux, ma mère sembla enfin retrouver sa voix. Comme on pouvait s'y attendre, son premier instinct fut de protéger l'enfant prodige. Elle serra Chloé contre sa poitrine, me foudroyant d'un regard d'un venin si pur qu'il m'aurait brisé le cœur 2 ans auparavant. « Es-tu heureuse maintenant, Léa? Tu as humilié ta sœur. Tu as détruit l'accord commercial de ton père. Tu es une fille vindicative et cruelle. » Taisez-vous, Jacqueline, coupa sèchement mon père. C'était la première fois que je l'entendais hausser le ton contre elle. Il se frotta les tempes, le visage pâle et luisant de sueur. Il regarda Chloé, ses yeux s'attardant sur son ventre avec un dégoût profond. Elle s'est humiliée toute seule. Puis, il pointa un doigt tremblant vers moi. Quant à toi, tu vas appeler ton équipe de communication et leur dire de rédiger une déclaration affirmant que tu as eu une crise de nerfs. Tu diras que la caméra était un accident. Je dévisageai l'homme qui m'avait renié dans ma vie passée sans une seconde d'hésitation. L'homme qui m'avait laissé endosser la responsabilité de la maladresse de Chloé pour sauver le cours de ses actions. Non, père, répondis-je suavement. Je ne crois pas que je le ferai. Je leur tournai le dos. Je sortis du salon privé, la tête haute, la posture parfaitement droite. Ma descente du grand escalier relevait du rêve cinématographique. Les invités restants s'écartèrent comme les eaux de la mer Rouge. Personne ne m'adressa la parole, mais j'entendis le cliquetis frénétique des appareils photo des téléphones. Qu'ils prennent des photos. J'avais l'allure d'une déesse fuyant un temple en flammes. Je ne retournai pas à la fête. Je passai directement devant le grand salon, descendis le couloir et pénétrai dans ma chambre d'enfant à l'hôtel particulier.
Je n'avais pas besoin de faire mes valises. Je l'avais déjà fait le matin même. Dissimulé sous mon lit se trouvait un élégant sac de voyage en cuir noir contenant mon passeport, mes bijoux les plus onéreux, et assez de vêtements de créateur pour tenir une semaine. Je me dépouillai de la lourde et étouffante robe de fiançailles blanche et la laissai en un tas froissé sur le sol, métaphore idoine de ma relation avec Matisse. Je me glissai dans un trench-coat noir aux coupes nettes et chaussai des lunettes de soleil sombre. Mon téléphone vibra. C'était Théo. Les portes principales grouillent de paparazzi, la presse à scandale vient d'arriver, j'ai une voiture qui attend à la sortie de service des cuisines. Vous me sauvez la vie, Théo, tapez Jo en retour. On se voit dans 2 minutes. Je me faufilai par l'escalier de service, contournant entièrement le chaos. Lorsque je poussai les lourdes portes en acier de la sortie des cuisines, l'air frais de la nuit frappa mon visage, embaumant la pluie et la liberté. Théo était adossé à un SUV noir aux vitres teintées. Il m'ouvrit la porte sans dire un mot. Alors que nous quittions l'allée de service, nous engageant sur l'avenue en nous éloignant de la propriété des Beaumont, je regardai enfin mon téléphone. Mes notifications étaient littéralement hors de contrôle. Instagram avait temporairement gelé mon compte en raison d'un afflux de trafic suspect, mais Twitter était une zone de guerre. 4 des 5 sujets les plus en vogue en France me concernaient, fustigeant Matisse et soutenant ma cause. Internet est une bête féroce, mais ce soir, j'en tenais la laisse. J'ouvris mon application de notes et copiai la déclaration que j'avais rédigée des jours plus tôt. Je la collai sur mes comptes et appuyai sur le bouton de publication. Ce soir, mon cœur a été brisé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde m'ont trahi, et la vérité a éclaté d'une façon qu'aucun de nous n'attendait. Je me retire pour digérer ce chagrin profond et me concentrer sur ma propre guérison. Veuillez respecter ma vie privée. À mes abonnés, merci pour votre amour immense. Ne laissez jamais personne éteindre votre lumière ni vous faire croire que vous méritez moins qu'une loyauté totale et honnête. C'était une masterclass en relations publiques. Digne, déchirante, et totalement dénuée de la rage jalouse et psychotique que ma famille tenterait inévitablement de me mettre sur le dos. En l'espace de peu de temps, elle recueillit 1 million d'approbations. De grandes maisons de couture laissaient des émojis en forme de cœur dans les commentaires. « Où allons-nous, mademoiselle de Beaumont ?» demanda le chauffeur. « À l'hôtel Plaza Athénée », dis-je en m'enfonçant dans les sièges en cuir moelleux. J'ai un pantouse réservé sous le nom de Durand. Oh, et Théo. Bloquez tous les numéros entrants de mes parents et de Matisse. Je ne veux entendre que le bruit de leur chute et de leur ruine. Théo eut un sourire en coin dans le rétroviseur. C'est fait. Quelques jours plus tard, le monde s'était fondamentalement désaxé. Je sirotais un double espresso sur le balcon de mon pantouse, observant le soleil se lever sur la silhouette de Paris. La ville en contrebas s'éveillait, totalement ignorante du bain de sang financier qui s'apprêtait à frapper la bourse. Le marché boursier venait d'ouvrir. Mon iPad était posé sur la table en verre, réglé sur une chaîne financière. Le bandeau défilant au bas de l'écran clignotait d'un rouge violent et colérique annonçant que Valière Investissement chutait lourdement dans les premiers échanges sur fond de scandale public de l'héritier, et que Beaumont Corp plongeait également. Les négociations de fusion étant rapportées mortes dans l'œuf. Et nous assistons à une vente massive sans précédent ce matin, annonçait le présentateur financier à l'air grave, pointant un graphique en chute libre. Les investisseurs fuient l'empire Valière suite à un week-end viral désastreux. Avec Matisse de Valière, le futur PDG pressenti, pris dans un scandale familial profondément contraire à l'éthique et rendu public, la confiance des consommateurs envers la marque s'est évaporée. Par ailleurs, des sources au sein de Beaumont Corp ont confirmé que Bernard de Beaumont s'est officiellement retiré du projet de fusion colossale. Je pris une lente et satisfaisante gorgée de mon espresso. Mon père, fidèle à sa nature, avait limité la casse à la seconde où il avait compris que Matisse était un déchet toxique, mais il n'avait pas agi assez vite pour sauver ses propres actions. Mon dossier de numéros bloqués débordait. Matisse m'avait laissé d'innombrables messages vocaux depuis divers téléphones jetables. Je décidai d'écouter le plus récent, uniquement pour la valeur de divertissement. La voix de Matisse grésilla à travers le haut-parleur.
Il semblait déséquilibré, épuisé et désespéré. Léa, s'il te plaît. Tu dois calmer tes abonnés. Des gens envoient des menaces de mort à ma mère. Le conseil d'administration vote pour m'évincer totalement aujourd'hui. Chloé. Chloé est dans un état lamentable. Elle n'arrête pas de pleurer et de me blâmer. Écoute. Je sais que j'ai commis une faute. Mais elle s'est jetée sur moi, Léa. Elle m'a manipulée. Elle m'a dit que tu ne m'aimais pas. Que tu ne te souciais que de ton image. Fais juste. Publie juste une déclaration disant que nous réglons cela en privé. Je doublerai ton fonds en fiducie. Je ferai tout ce que tu voudras. Je supprimai le message d'un glissement de doigts. Il se retournait déjà contre Chloé. D'un pathétique si prévisible. Chloé, pour sa part, avait commis l'erreur fatale de tenter de contrôler le récit. Plus tôt, elle avait publié une vidéo larmoyante et sans maquillage sur ses réseaux sociaux. Elle avait joué la victime ultime, serrant un mouchoir et sanglotant qu'on ne peut pas choisir de qui l'on tombe amoureux, et que le bébé méritait un père. Ce fut un massacre. Internet l'a mis en pièces. Les commentateurs pointaient du doigt le fait qu'elle n'était pas tombée amoureuse mais était tombée sur le fiancé de sa sœur, qu'un bébé méritait un père et non un briseur de ménage, et raillaient son manque cruel de larmes véritables. Sa section de commentaires était le cimetière de son statut social. Elle avait été lâchée par ses cercles mondains, expulsée de son prestigieux club privé, et ses amis faisaient activement fuiter des captures d'écran où elle se vantait d'avoir couché avec Mathis des semaines avant la fête. Mais je n'étais pas seulement là pour ruiner leur vie sociale. J'étais là pour m'assurer qu'ils ne s'en remettraient jamais. Dans ma vie passée, Mathis m'avait fait tuer pour me faire taire. Je devais savoir pourquoi. Cela ne pouvait pas être uniquement à cause du bébé de Chloé. Il y avait quelque chose de plus sombre caché dans les registres des Vallières. La porte du Penthouse cliqueta et Théo entra, portant une épaisse chemise cartonnée et un ordinateur portable argenté au design épuré. Il avait l'air fatigué mais galvanisé, animé de cette énergie maniaque qui accompagne une découverte majeure. Vous aviez raison, Léa, annonça Théo en jetant le dossier sur la table à côté de mon espresso. J'ai creusé dans les serveurs privés dont vous m'avez parlé. Ceux que Mathis gardait cachés à son propre père. Je me penchai en avant, mon pouce accélérant. Théo ouvrit l'ordinateur et afficha une série de relevés bancaires lourdement cryptés, désormais traduits en langage clair. Mathis ne poussait pas à la fusion avec les Beaumont juste pour consolider son pouvoir, expliqua Théo en pointant une colonne massive de chiffres négatifs. Il se noyait. Depuis de nombreuses années, Mathis siphonne secrètement des fonds de la branche philanthropique des Vallières pour couvrir des dettes de jeu illégales colossales et des investissements offshore désastreux. Il doit des dizaines de millions à un syndicat de l'ombre dirigé par un certain Luciani. Ce nom provoqua un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. Luciani n'était pas un homme d'affaires. C'était un usurier impitoyable de la pègre corse, réputé pour faire disparaître les gens. Si la fusion avait abouti, poursuivit Théo, sa voix descendant dans un registre grave et sérieux, Mathis aurait obtenu l'accès total en tant que signataire au trust de la corporation Beaumont. Votre fonds de dotation. Il prévoyait de siphonner les actifs liquides de votre famille dans les premiers mois de votre mariage pour rembourser Luciani et couvrir ses traces avant que les autorités financières ne remarquent les fonds philanthropiques manquants. Je dévisageai l'écran, les pièces de ma vie passées s'emboîtant violemment. C'était pour cela qu'il m'avait fait tuer. Dans ma première vie, après le divorce, j'avais engagé des jurys comptables pour évaluer la pension alimentaire qui m'était due. J'avais dû m'approcher de trop près des fonds manquants. J'avais dû trébucher accidentellement sur le nom de Luciani dans les registres. Le délit de fuite n'avait rien à voir avec la jalousie de Chloé. C'était Mathis réglant un problème financier à plusieurs dizaines de millions. Une fureur froide et dure comme le diamant s'installa dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus seulement d'un scandale d'infidélité. Il s'agissait d'un crime financier de grande envergure, et Mathis était acculé par des individus extrêmement dangereux. Théo, dis-je, ma voix d'un calme troublant. J'ai besoin que vous compiliez toutes ces données, les comptes offshore, les communications avec Luciani, le détournement du fonds de charité.
Fait-on un dossier anonyme et intraçable? À qui l'envoyons-nous? À la police, demanda Théo, les mains planant au-dessus du clavier. Non, souris-je, tel un prédateur montrant les crocs. La police est trop lente. Nous allons l'envoyer à 3 entités. À la brigade financière de la police judiciaire, aux journalistes d'investigation d'un grand quotidien national. Je fis une pause, baissant les yeux vers les chiffres rouges plongeant sur le bandeau boursier. Et à Luciani. Laissons les loups se battre pour les restes. La beauté de l'ère numérique réside dans la vitesse terrifiante de la destruction. Une fois que Théo eut envoyé ce fichier crypté, les dominos ne firent pas que tomber, ils se désintégrèrent. Très vite, le scandale avait muté, passant d'une révélation sordide de tabloïd à une investigation à l'échelle nationale. J'observais depuis le confort serein de mon penthouse du Plaza Athénée la brigade financière fondre sur le gratte-ciel en verre des Vallières. Les chaînes d'information en continu diffusaient la perquisition en direct. Des enquêteurs sortaient des cartons de disques durs et de registres. La presse publia en première page l'exclusivité numérique que je leur avais offerte, dénonçant les millions disparus, les détournements de charité et les liens avec la pègre. Les charges étaient stupéfiantes. Théo et moi dressâmes une liste rapide des retombées, juste pour garder une trace de l'ampleur vertigineuse de la ruine de Matisse, fraude électronique et transfert massif vers des comptes offshore, détournement de fonds d'entreprise pour couvrir des dettes de jeu. Complot en vue de commettre une fraude par la rédaction des documents de fusion avec les Beaumont dans l'intention de siphonner des actifs liquides. Mais la brigade financière n'était pas le plus gros problème de Matisse. Luciani était un fantôme dans la pègre financière, un homme qui n'existait pas sur le papier, mais qui contrôlait un vaste réseau de prêts illicites. Lorsqu'il découvrit que son actif valant des millions s'étalait soudainement sur les radars de la justice, il n'envoya pas un courriel de mise en demeure. Selon les interceptions des téléphones jetables de Matisse par Théo, les associés de Luciani avaient rendu visite à Matisse dans sa garçonnière de luxe. Ils ne l'avaient pas tué. C'eût été trop facile. Au lieu de cela, il lui avait brisé des doigts de la main droite et lui avait donné un délai extrêmement court pour produire l'argent, sous peine de commencer à lui prélever des parties de son anatomie dont il avait réellement besoin. Tandis que les Vallières brûlaient, les Beaumont se noyaient. Les actions de Bernard de Beaumont avaient plongé dramatiquement. L'effondrement de la fusion proposée, couplé à la puanteur de la disgrâce publique de sa fille, avait rendu Beaumont Corp radioactif pour les investisseurs. Le conseil d'administration menaçait d'évincer mon père de son poste de PDG, ce qui conduisit au moment le plus prévisible et pathétique de ma nouvelle vie. Le concierge de l'hôtel appela mon penthouse. « Mademoiselle Durand, il y a 3 personnes ici qui exigent de vous voir. Un certain Bernard et une certaine Jacqueline de Beaumont, accompagnés d'une jeune femme. Ils affirment qu'il s'agit d'une urgence familiale. » Je souris, reposant mon verre de vin. « Faites-les monter, mais demandez à la sécurité de patienter dans le couloir. » L'instant d'après, les lourdes portes en acajou de ma suite s'ouvrirent. Le trio qui entra ne ressemblait en rien à l'élite arrogante et parfaitement polie qui avait régi ma vie passée. Mon père paraissait avoir vieilli de 10 ans, son costume sur mesure flottant sur sa charpente, ses yeux injectés de sang. Ma mère agrippait un sac à main de créateur comme une bouée de sauvetage, le visage pâle et dépourvu de son maquillage au teint habituel. Et Chloé ressemblait à une poupée de porcelaine brisée. Elle portait un vêtement ample et informe, la tête baissée, ses cheveux blonds gras et ébouriffés. Internet l'avait intimidée jusqu'à la soumission absolue. « Léa !» haleta mon père en pénétrant dans l'opulent salon. Il regarda autour de lui, observant les plafonds voûtés et la vue panoramique sur Paris. « Dieu merci, nous t'avons trouvé. »« Vous ne m'avez pas trouvé, Bernard, » dis-je froidement, restant assise sur le canapé en cuir blanc. « J'ai autorisé la réception à vous laisser monter. »« Il y a une nuance. Pourquoi êtes-vous ici ? » ?»« Nous avons besoin de ton aide, » supplia ma mère, la voix tremblante. Elle fit même un pas vers moi, les larmes aux yeux. « Léa, je t'en prie. L'entreprise s'effondre. Les banques exigent le remboursement de nos prêts. Le scandale, il nous détruit. Et le fonds en fiducie de Chloé était lié aux options d'achat d'actions Vallières, ajouta mon père, la voix brisée, qui ne valent plus rien aujourd'hui.
Nous faisons face à la faillite, Léa. Je l'ai regardé, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir suffocant. Dans ma vie passée, j'aurais vendu mon âme pour les sauver. Je leur aurais tout donné, juste pour entendre ma mère m'appeler ma chérie avec une affection sincère. À présent, je ne ressentais absolument rien. Pour illustrer mon propos, je pris mon outil numérique et tournai l'écran vers eux. J'avais demandé à Théo de préparer une analyse comparative de nos situations respectives. D'un côté Beaumont Corp et Chloé avec un sentiment public catastrophique et toxique, et des actifs en chute libre menant à l'insolvabilité. De l'autre, mon image avec un sentiment positif massif, des contrats d'édition inédits, de nouveaux partenariats et une audience de millions d'abonnés actifs. Regardez cela, dis-je doucement. Pendant que vous vous vidiez de votre sang tous les trois, mon engagement a explosé. Je viens de signer un contrat d'édition massif pour parler de la survie aux dynamiques familiales toxiques. Je possède une richesse indépendante que Beaumont Corp ne peut pas toucher. Pourquoi diable attacherais-je mon canot de sauvetage à votre navire en train de sombrer? Parce que nous sommes ta famille, hurla Jacqueline, laissant tomber le masque de la mère désespérée pour révéler la matriarche exigeante en dessous. Tu nous es redevable. Tu as orchestré tout ce spectacle. Si tu n'avais pas laissé cette caméra allumée. Si je n'avais pas laissé cette caméra allumée, Mathis aurait siphonné mon fonds en fiducie pour rembourser la pègre. Et vous l'auriez laissé faire, du moment que votre précieuse Chloé obtenait le mariage de ses rêves, cinglai-je, ma voix s'élevant enfin, claquant dans la pièce comme un fouet. Chloé tressaillit, poussant un petit sanglot pitoyable. Léa, je t'en prie. Mathis ne répond même plus à mes appels. Il risque la prison. Je suis enceinte et je n'ai rien. Tout le monde me déteste. Je ne peux même pas sortir sans que des gens me hurlent dessus. Alors vous savez enfin ce que l'on ressent à être moi, dans la vie que vous m'aviez volée, murmurai-je. Le poids de ma mort passée résonnait dans mes mots. Ils ne comprirent pas la vérité littérale de ma phrase, mais le venin dans mon ton les figea tous. Sécurité, appelai-je, élevant la voix juste assez pour que les gardes postés à l'extérieur m'entendent. Les portes s'ouvrirent instantanément. Mes invités sont sur le départ. Veuillez vous assurer qu'ils soient escortés hors de la propriété. S'ils reviennent, appelez la police. Espèce de petite garce vindicative, cracha mon père, le visage contorsionné par une rage pure alors que les gardes lui saisissaient les bras. Tu le regretteras. Tu n'auras personne. Je mourrai moi-même, répliquai-je en leur tournant le dos pour contempler la ville scintillante. Et c'est amplement suffisant. Le point culminant de la destruction de Mathis arriva un soir de pluie battante, toile de fond cinématographique parfaite pour la fin d'un vilain. Théo surveillait les fréquences radio et l'empreinte numérique de Mathis. Il tente de fuir, annonça Théo en faisant irruption. Il a vidé tout ce qui lui restait d'argent liquide sur un portefeuille caché. Il a affrété un jet privé au départ de l'aéroport de Paris-Le Bourget. Destination, un pays sans accord d'extradition. Il n'y arrivera pas, dis-je en m'adossant à mon fauteuil. Les hommes de Luciani surveillent le Bourget. Tout comme la brigade financière, ajouta Théo avec un sourire sinistre. Le mandat d'arrêt vient d'être délivré. J'allumai les informations, observant les flux en direct des hélicoptères qui étaient désormais devenus un rendez-vous fixe de mon divertissement. À travers les objectifs de vision nocturne granuleux des hélicoptères, le monde regardait l'héritier de l'Empire Valière affronter son destin. La berline noire de Mathis fonça sur le tarmac du Bourget, éclaboussant l'eau sous une pluie battante vers un jet privé qui l'attendait. Mais alors que sa voiture s'immobilisait, des SUV noirs bloquèrent brusquement sa route. Ce n'était pas la police. C'étaient les hommes de main de Luciani. Des hommes lourdement armés sortirent sous la pluie, s'avançant vers la voiture de Mathis. Pendant une minute terrifiante, on aurait dit que j'allais regarder Mathis se faire exécuter en direct à la télévision. D'une manière tordue, cela aurait été une fin appropriée, considérant qu'il m'avait laissé me vider de mon sang sur le sol d'un hôpital. Mais alors, les sirènes hurlèrent. De nombreux véhicules de police défoncèrent les portes du périmètre, leurs gyrophares fracturant l'obscurité à travers la pluie torrentielle. Les forces de l'ordre encerclèrent le tarmac, armes au poing.
Les hommes de Luciani, réalisant qu'ils étaient surpassés par les forces de l'État, lâchèrent leurs armes et levèrent les mains. Matisse fut extirpé de sa berline par les agents. Il sanglotait, ses vêtements trempés, sa main droite lourdement bandée là où les hommes de Luciani lui avaient brisé les doigts. Ils le plaquèrent contre le capot du véhicule, lui récitant ses droits alors qu'il faisait claquer les menottes en acier autour de ses poignets. Il était à l'abri de la mafia, mais il partait pour une prison fédérale pour de très longues années. L'Empire Vallière Investissement déposa le bilan peu après. Christophe de Vallière fit un infarctus foudroyant et fut hospitalisé, son héritage entièrement réduit en cendres. Quant à ma sœur, la fin tragique de Chloé fut plus silencieuse, mais tout aussi absolue. Les Beaumont étant complètement ruinés, et l'argent des Vallières saisi par la justice, Chloé fut laissée dans le plus grand dénuement. Bernard et Jacqueline furent contraints de vendre l'hôtel particulier à perte pour couvrir leurs frais d'avocat. Ils s'installèrent dans un modeste appartement exigu de banlieue. Chloé, la fille en or qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, la fille qui pensait pouvoir asseoir sa place dans une dynastie par la simple séduction, fut contrainte de trouver un emploi de réceptionniste dans un cabinet médical bas de gamme juste pour pouvoir s'offrir du lait maternisé. Ses amis l'avaient abandonnée. La haute société qui l'idolâtrait autrefois traitait maintenant son nom comme une maladie honteuse. Elle eut un fils, un petit garçon qui grandirait en sachant que son père était un fraudeur disgracié et emprisonné, et sa mère la femme la plus détestée du monde numérique. Moi, en revanche, je prospérais. Je ne fis pas que survivre au scandale, j'en fis une arme. Je lançai une société de capital-risque spécifiquement conçue pour financer des projets portés par des femmes, en utilisant la fortune que j'avais amassée grâce à mes contrats, mes interviews exclusives, et d'astucieuses opérations boursières contre l'Empire Vallière. Un après-midi, exactement 2 ans jour pour jour après ma mort dans ma vie passée, je me rendis à l'hôpital américain de Paris. Je n'allai pas aux urgences où mon sang avait taché le carrelage. Au lieu de cela, je pénétrai dans la toute nouvelle aile de pédiatrie. Au-dessus des doubles portes, une plaque en argent étincelante indiquait « Pavillon Léa de Beaumont pour les soins pédiatriques ». Je restai là, humant l'odeur d'alcool stérile et de peinture fraîche, sentant le battement régulier et puissant de mon propre cœur. Je touchai mon ventre, parfaitement intact, parfaitement en sécurité. J'avais été arraché à la tombe, on m'avait remis un scénario dans lequel j'étais censé mourir, et j'en avais réécrit chaque ligne. Ils pensaient que j'étais une victime. Ils pensaient que j'étais un tremplin pour leur cupidité et leur luxure. Ils avaient tort. J'étais l'architecte de leur ruine, et j'avais bâti un chef-d'œuvre. La renaissance ne consiste pas seulement à obtenir une seconde chance dans la vie. Il s'agit d'avoir la lucidité de voir le monde sans les œillères d'un amour naïf et d'une loyauté familiale mal placée. Dans ma première vie, mon silence et mon besoin désespéré d'être aimé par des personnes qui en étaient fondamentalement incapables avaient mené à ma destruction. J'avais été une victime collatérale de leur narcissisme. Mais, debout au milieu des cendres des empires Beaumont et Vallière, j'avais réalisé que le véritable pouvoir ne vient pas du fait de forcer les gens à vous aimer. Il vient du fait d'arracher leur masque, et de laisser le monde voir leur véritable visage. En exploitant la vanité même qu'ils chérissaient leur image publique, leur statut social, leur avidité corporatiste, je n'avais pas eu besoin de lever le petit doigt pour les détruire. J'avais juste eu besoin d'allumer une caméra, et de les laisser se détruire eux-mêmes. La vengeance, lorsqu'elle est exécutée avec une précision d'une froideur absolue, est l'ultime forme de délivrance.